Salut à tous, bienvenue sur le plateau de Gym Tonic. En une dizaine de jours, l'OGC Nice a réussi un triple exploit, être la risée de la France après un parcours calamiteux en Coupe d'Europe, se faire humilier en Coupe de France par un courtier en assurance et se mettre à dos ses supporters les plus fidèles à cause d'une stupide banderole. Décidément, dans ce club, la vie n'est jamais un long fleuve tranquille et les quelques moments de joie sont très vite remplacés par d'immenses déceptions. C'est l'ADN du club, on n'y peut rien, cela dure maintenant depuis les années 70 et rien ne dit que cela changera prochainement. En attendant, nous, on est là pour continuer à vous raconter tout ça, même si parfois on aurait besoin d'un tout petit peu de répit. Allez, pour m'accompagner cette semaine, William Imbercé. Salut mon Will. Salut Mika, juste courtier immobilier, pas en assurance. Ah, courtier en immobilier. Monsieur Boudin. Ouais, respect, monsieur. Non, parce que j'ai vu après le match tous ces l'avocat qui travaille avec lui, plein de personnes qui parlaient de lui, donc je le connais très bien maintenant, Monsieur Boudin. Alors, on le salue d'ailleurs. Oui, salut Boudin. En immobilier. Antoine Delgoulet, salut Antoine. Salut Mika, bonjour à tous. Et Romain Laronche, salut Romain. Salut Mika. Notre invité cette semaine occupe un poste important, mais peut-être un peu méconnu du grand public. Laurent Bessière, le directeur de la performance de l'OGC Nice, est dans Gym Tonic. Salut Laurent. Salut Mika. Merci d'être avec nous, surtout après ce qui s'est passé cette semaine. Tu as honoré malgré tout ton invitation et on est très heureux de t'avoir avec nous parce que c'est vrai que bon, il y aura des petites choses qui fâchent évidemment à un moment donné, mais on a besoin aussi de savoir ce qui se passe aussi dans le club au niveau de la performance. C'est un métier un peu nouveau quand même malgré tout et tu es le mieux placé pour nous en parler. Donc on est très content vraiment que tu sois avec nous Laurent ce soir. Au sommaire de cette émission, nous reviendrons donc bien sûr sur cette énorme déconvenue à Saint-Brieuc en Coupe de France. Vous entendrez Francaise et le président River qui s'est invité en conférence de presse aujourd'hui pour une mise au point. Le focus concernera Moïse Bombito et son dur apprentissage du très haut niveau. Dans le pour-contre, nous nous demanderons si Francaise s'est trompé dans certains de ses choix dans les coupes. Et puis nous évoquerons également la mise en retrait des ultras populaires sud après l'affaire des banderoles avant de nous pencher sur le match contre Lens avec l'espoir évidemment de relever la tête. Et en fin d'émission, le souviens-toi d'Antoine consacré à l'ancien niçois et lensois Mustapha El Adaoui. Mais on va démarrer donc ce Gymto, je le disais donc, avec les choses qui fâchent, cette nouvelle humiliation, cette fois en Coupe de France par les amateurs de Saint-Brieuc. Et on l'avoue, mon Will, on l'a pas vu venir celle-là. Non, franchement, pas du tout. Parce que autant quand je suis arrivé à Saint-Brieuc, j'ai eu des flashs du Puy-en-Velay, mais en pagaille. C'était la même atmosphère, le stade pareil, les food trucks, la main courante, une vraie ambiance Coupe de France avec l'odeur galette saucisse en plus. Donc je commençais à avoir peur. Et puis après, j'ai vu la compo de départ de Francaise. J'étais rassuré. Équipe sérieuse, il n'a pas fait tourner plus que ça. Et puis le match, très sincèrement, jusqu'à la 88e minute, moi, j'ai vu une équipe sérieuse. J'ai pas vu du génie, ça a manqué un peu de folie même. Mais au niveau sérieux, franchement, il y était. J'ai vu des amateurs qui couraient après le ballon, qui n'avaient aucune occasion favorable. Les seules frappes qu'ils avaient, c'était de loin et largement au-dessus. Donc, on se dirigeait vers une qualification sérieuse. Et alors, l'égalisation, déjà, c'était dur. Mais alors, le coup de massue de ce contre-éclair sur corner, là, j'ai rien compris. J'ai été sonné comme tout le monde et ouais, j'ai rien compris. Bon, on va en reparler évidemment, on va regarder les stats de cette rencontre entre Saint-Brieuc et Nice. La domination était bien évidemment niçoise au niveau de la possession, même des tirs dans cette rencontre. Pas énormément d'occasions non plus, il faut le dire, pour mettre en particulier le 2-0 qui aurait mis les Aiglons à l'abri. Évidemment, Laurent, ça a été une semaine difficile, en tous les cas un milieu de semaine difficile. Comment on récupère d'une telle débâcle ? Déjà, on fait au mieux. On essaie de comprendre un peu tout ce qui peut animer les têtes. Et après, on fait la récupération, beaucoup de discussions, parce qu'il faut essayer d'éponger le problème. Et la chance qu'on a, c'est que 3 jours après, on a un autre match. Donc, il faut avoir cette capacité rebond pour pouvoir performer demain. Romain, tu as vu évidemment cette rencontre contre Saint-Brieuc où il le disait, tu domines plutôt la rencontre, mais ce dernier but-là, tu ne dois pas le prendre normalement à 95e même si tu vas aller chercher la victoire, quoi. Ah ouais, moi honnêtement, je ne l'avais pas du tout vu venir. J'avais une équipe solide, effectivement, sans génie, mais
Il n'y a eu aucune occasion, il s'était rien passé. Bon, ça ressemble au match à Corté. On l'oubliera, tu passes les tours, mais tu oublieras le contenu du match. Tu as fait l'essentiel, tu mènes 1-0. Non, personne n'avait vu venir. Après, circonstances atténuantes, c'était pas une pelouse pour jouer au foot. C'était pas une pelouse pour un 8e de finale de Coupe de France. Comme tu as des joueurs comme la pelouse de Nice-Rennes en début d'année. Exactement. Ouais, d'accord, mais quand tu as des joueurs comme Diop, quoi. Chaud, des joueurs de ballon, c'est difficile pour eux. Ça nivelle vachement les valeurs, là. C'est d'ailleurs ce que je regrette dans ce tirage des quarts de finale. Ils vont recevoir Paris, mais ils vont pas pouvoir jouer à Saint-Brieuc apparemment. Ils vont devoir jouer au Roudourou. C'est n'importe quoi. On leur enlève leur arme. C'est parce que c'est l'arme des amateurs. Ils jouent sur leur terrain, sur cette pelouse difficile. Et puis tu disais Corté, mais j'ai trouvé que cette fois il y avait plus de maîtrise que contre Corté. Corté, tu maîtrisais pas grand-chose. Tu vas au tir au but grâce à un Tanguy Ndombele qui t'avait porté. Là, je trouvais qu'il y avait une vraie cohésion dans l'équipe. Après, il manque toujours ce 1-0. Tu commences à maîtriser. Tu te trompes. Tu dois appuyer. Antoine, ton regard sur ce match, c'est vrai que on a été tous un peu abasourdis. Moi, j'étais à Cannes pour suivre le Cannes contre Div Cabourg et les supporters cannois ont évidemment célébré, mais ils n'en croyaient pas leurs yeux non plus, quoi. Mais écoute, moi, j'étais dans mon salon et j'étais avec mon gamin. Et quand je vois le contre qui part, je lui dis ça sent mauvais. Et donc il y a cette frappe Dupé qui dévie là-bas. Il peut peut-être la bloquer cette frappe. Il peut la pousser plus loin. Ouais, il y a le terrain, il y a tout. Et puis de toute façon, et puis Boudin marque. Ce fameux Boudin. Voilà, ça se termine en autre Boudin, c'est qu'à de le dire. Et mon fils qui s'en va pleurer dans la chambre en hurlant. Oui. Donc ça, c'est pour ça que j'en veux énormément à l'OGC Nice. C'est l'adjointe du club. Voilà, c'est ça, il apprend à être supporter de l'OGC Nice. Exactement. C'est donc, une longue souffrance. Il me dit j'en ai marre, on perd en Coupe d'Europe sans arrêt, on perd en Coupe de France. Bon bref, donc j'étais déjà très déçu, surtout pour lui. Après, tant pis, moi j'étais obligé du coup de lui dire que c'était pas grave, etc. Alors que ça l'est. Non, je plaisante. Hein. Mais oui, c'est très frustrant. Après, c'est vrai que le lendemain matin, je me suis réveillé et j'ai pensé à ça. Et ça a fait mal. J'ai pas ouvert la presse. J'ai pas écouté. Tu n'as même pas lu le compte rendu de Will. J'ai lu William obligatoirement. C'est le seul que j'ai lu. J'ai pas regardé l'équipe du soir le soir. Oui, j'ai pas lu parce que j'en ai marre en fait de voir qu'on passe pour des guignols. En fait. Oui, voilà. Ouais. Donc ça m'a fait mal. Donc pendant 24 heures, j'ai pas lu la presse. Et surtout qu'en plus, c'était le chemin le plus court pour trouver une Coupe d'Europe. Le tableau était dégagé, à part le PSG. Et ça, en fait, c'est très très frustrant une nouvelle fois. Et bon, voilà. Donc c'est beaucoup d'amertume et ça fait mal. Tu as eu beaucoup de retours comme ça, Laurent, depuis mercredi, de gens, de supporters, d'entourage du club qui sont un peu choqués, abasourdis, dégoûtés. Oui, tout le monde. De toute façon, ton histoire me fait penser à la mienne parce que moi, j'ai un petit aussi à la maison qui supporte le l'OGC Nice et il a été aussi très déçu. Mais c'est normal. C'est normal d'être déçu. C'était un objectif club, comme chaque année, mais c'était un objectif club. Et effectivement, on pense que le tirage, ils sont bons avant, mais en fait, on sait s'ils sont bons après. Juste pour revenir, ils ne jouent pas dans leur stade, parce qu'en quart de finale, il faut la VAR en Coupe de France. Mais c'est injuste. Et effectivement, la VAR, elle nous aurait peut-être aidé aussi si on l'avait eu. Il y a un penalty peut-être à un moment donné. Je sais pas, mais bon, le contexte était pas facile et les joueurs ont été. J'ai trouvé l'analyse est bonne par rapport à certains matchs, les joueurs étaient très concernés, très concentrés. Et si on avait plié le match avant la 88e, il n'y aurait pas eu de sujet en fait. Et à 3 minutes près, on aurait été très positif. L'important c'est de passer, donc les choses auraient été réglées et on ne serait pas là en train de se poser la question. Quoi. Avec les confrères, on a eu l'opportunité après le match, parce que c'était une belle fête à Saint-Brieuc, il y avait toute une tente, il y avait beaucoup de monde. Donc on a discuté avec les Briochin, beaucoup de Briochin à l'issue du match, mais tous, même eux, n'y croyaient pas. Parce qu'ils n'arrêtaient pas de dire, mais Nice, c'est une très belle équipe, et Nice, vous avez de super joueurs. Et quand on a vu le 1-0, et on s'est dit, ça y est, c'est parti, ça va être 2, ça va être 3. Mais personne ne s'imaginait ce scénario-là. Ils étaient complètement en folie de voir ça. Donc, même les Briochins, personne ne m'a dit, contrairement en Corse, votre équipe, non, votre équipe est forte. Pour eux, c'était un exploit, mais monumental. Monumental. Oui. Après, au regard du scénario du match, franchement, c'est le scénario rêvé pour Saint-Brieuc. Hein.
parce qu'ils font rien du match et ils ont 2 occasions, ils marquent 2 buts, très. Ils font rien du match, ils défendent bien. Oui, Il mais faut le sur dire, un cette terrain- défense à 5 là, avec un Kerbrat qui a une grosse expérience derrière, ça leur a fait beaucoup de bien ça. Ce que tu dis là, Antoine, Francaise l'a répété aujourd'hui en conférence de presse. On écoute l'entraîneur de l'OGC Nice. Il revient évidemment sur cette défaite face à Saint-Brieuc devant la caméra de Philippe Bertini. C'est une très grosse déception. Voilà. À la 88e minute, honnêtement, c'est d'autant plus vrai que je le voyais. Enfin, je pense que personne ne l'a senti arriver. Parce qu'on n'avait pas rien subi en 88 minutes. Et de se faire éliminer, de prendre 2 buts comme ça, ouais, c'est une déception immense. Ça, on ne va pas le cacher. Maintenant, comme je dis, c'est pas qu'il n'y a pas le temps, mais il n'y a pas le temps parce que Lens arrive. Et le plus important, ça reste toujours celui d'après. Voilà, rebondir sur ce match de Lens, on en parlera évidemment tout à l'heure, mais on a senti, William, même après la rencontre, Francaise quand même très touché, Laurent aussi qui le connaît plutôt bien, très touché par cette défaite, quoi. Le vrai coup de massue aussi pour l'entraîneur niçois. Oui, très déçu. Franck était très déçu, mais comme tout le monde, et les joueurs étaient très déçus. Après le match, c'est vrai que ça a été un moment compliqué. Surtout que vous n'avez pas pu repartir tout de suite. C'est ce que j'allais dire. En plus, on arrive à l'aéroport à minuit passé et on nous dit qu'on ne peut pas décoller. Donc, il a fallu repartir à l'hôtel, faire le protocole de récupération sur place alors qu'il était prévu à Nice au centre d'entraînement. Donc, on s'est adapté au mieux pour préparer le match le plus important. Non, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Ah non, mais et puis le coach, franchement, il était vraiment sonné. Ça m'a fait de la peine de le voir comme ça. On a dû se lever et se mettre vraiment au bord de son pupitre où il parlait parce qu'on l'entendait pas sinon, tellement il était sonné. Un boxeur complètement KO. S'il avait pu ne pas venir, il serait pas venu, quoi, presque. Ouais, parce que expliquer une défaite comme celle-là. et en plus, elle était dure à expliquer parce que on le dit encore, je sais pas, 4 jours après, on a du mal à expliquer ce scénario-là, mais pourtant, même si c'est ce fameux coup de pied arrêté qui se répète. Ah oui, c'est ça, Romain. Encore une fois, comme à Toulouse. Dimanche, c'est sur un coup de pied arrêté en fin de match que l'OGC Nice perd le fil. Ouais, mais sur un cafouillage, tu peux même pas regarder l'action au ralenti, tu fais des arrêts sur image, il n'y a pas un fautif là-dedans, je sais pas. Ah, il y a plein de marquages lâchés. Oui, voilà, c'est ça, ouais. c'est dans la globalité. C'est Boudin qui gagne le duel à la tête, le premier. Et Boudin, c'est pas le plus grand du match, loin de là, c'est même peut-être le plus petit. Quand tu as des bons Bito, quand tu as des joueurs d'envergure, c'est Boudin qui gagne le duel. Je crois qu'il n'avait plus marqué depuis le Covid. Mais oui, vrai, je l'ai vu, voilà. ce papier dans l'équipe. Là. Et puis même le deuxième, Boudin, il fait 100 mètres. Ça, c'est incroyable. 100 mètres. À la 98e minute. Et c'est lui qui gagne le duel à la fin. L'arbitre ne doit pas siffler quand même, là, une fois le Non. corner, non. Non. C'est bon. Le corner, j'ai tourné la tête sur un confrère qui avait l'écran. 95 et 12 secondes au moment du corner. Ouais. Donc il se Il y avait dit... 5 minutes d'arrêt de jeu. Voilà, donc il se dit dernière action. Ouais. Et- Sauf qu'il les voit partir. Ouais, ça part en contre. Il est obligé de laisser. Il est De obligé. toute façon, il fallait laisser un peu plus de temps parce que je crois que Lostis, le gardien, à un moment donné, avait été un peu blessé pendant les. Ah, mais c'était 5 minutes d'arrêt de jeu. ça. Oui, Ah, mais pendant les arrêts de jeu. Et il ne faut pas oublier qu'après, il a laissé quand même, après le coup d'envoi, il n'a pas sifflé tout de suite. Et Nice a eu Oui. même l'occasion d'avoir un coup franc, je crois. Oui. A eu un dernier coup franc pour avoir une dernière occasion. Donc on ne peut pas reprocher. Et puis même le coup... Alors, et puis même dans le jeu, c'est ça, hein, le contre, il faut laisser Voilà. le jeu se Et dérouler. puis j'ai entendu quelques supporters dire ah mais pourquoi on monte tous aussi sur le dernier corner si on monte pas là on fait quoi, on attend les pénaltys. Le problème, c'est que c'est un peu comme contre Toulouse, c'est que tu t'es remis à jouer après avoir Voilà. été rejoint au score. Tout à fait. Tu t'arrêtes Oui, de mais jouer. bon, c'était le jeu de garder le 1-0. Là, c'est surtout sur cette pelouse. Ben, c'était difficile de marquer, surtout ce but de raccro de Tom Louchet, c'était le but parfait pour se Ouais, sortir d'un traquenard. exactement. Voilà, tu marques, t'en fous, il est pas beau, il est moche le but, mais tu marques, tu marques. Et... Bon, Jean-Pierre River est arrivé aujourd'hui en conférence de presse. C'est un petit peu invité, hein, oui, on ne l'attendait pas, le président de l'OGC Nice, juste avant la conférence de presse de Francaise. Il est venu là pour rappeler un peu les objectifs, on va l'entendre, mais voilà, pour faire un peu une petite mise au point, quoi. Petite remobilisation de tout le monde, hein, des dirigeants, de l'effectif, du staff, voilà. Parce que, bon, fallait aussi ramener une com un peu plus forte que ce qui avait été fait. Tu as souvent fustigé parfois le manque de communication des Oui, dirigeants. et puis... Là, pour le coup, même on si ne je peut que trouve- la saluer.
Oui, parce que même si je trouve que Florian Maurice aussi, pareil, il a eu le courage de parler après le match. Quand il dit rien à reprocher aux joueurs, ils ont tout donné, tout ça, c'est délicat à entendre quand tu perds contre une Nationale 2. Donc il y avait une com un peu différente à faire et je pense que Jean-Pierre River a rajouté quelques éléments, mais voilà, il y avait un peu ce besoin-là aussi. Bon, on va l'écouter, Jean-Pierre River, c'est un petit peu long, mais voilà, il donne ses explications et remobilise un peu les troupes après cette déconvenue en Coupe de France. On avait 3 objectifs cette année. Le premier, c'était la Coupe d'Europe. Bon, malheureusement, on a passé à travers. Alors, on considère qu'en Coupe d'Europe, bon, on a eu un effectif extrêmement diminué qui ne nous a pas permis effectivement de réaliser nos objectifs en Coupe d'Europe. On en est tous navrés et désolés, mais malheureusement, le résultat est là. Après, il y a eu les Coupes de France. Alors, la Coupe de France, bien évidemment, ça faisait partie des objectifs du club, en sachant que, on le sait, les tirages sont ce qu'ils sont, c'est toujours aléatoire, mais c'était un objectif, on a eu la chance d'y aller il y a quelques temps, malheureusement on est revenu sans, et c'est vrai qu'on avait envie de faire un beau parcours en Coupe de France. Donc c'est 2 objectifs qui s'évaporent, c'est bien dommage, on est tous navrés, mais malheureusement on ne peut pas revenir en arrière. Et puis en début d'année, on s'est fixé un objectif, c'est d'être européen. C'est un objectif qui n'a pas changé. On pense qu'on a un effectif qui doit nous permettre d'atteindre cet objectif. Et cet objectif, bien évidemment, on va tout faire, le coach, le staff, les joueurs pour l'atteindre. Bien évidemment, parce qu'il y a eu ce petit séisme sur la Ligue des Champions, bien évidemment, on a tous envie d'être en Ligue des Champions. Le club a envie de gagner un titre, le club a envie d'être en Ligue des Champions. On s'approche souvent de cette Ligue des Champions, on ne l'a pas obtenue jusqu'à maintenant. Peut-être qu'on aura une bonne surprise en fin de saison, mais en tout cas, les objectifs du club sont toujours les mêmes en début de saison. Voilà, Jean-Pierre River, donc, qui a parlé de petits séismes par rapport à une place à aller chercher en Ligue des Champions. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que veut dire le président niçois, William ? C'est en référence à mon papier du jour, en fait, qui est paru aujourd'hui, où une source interne, que je ne dévoilerai jamais, a communiqué en disant qu'aujourd'hui, seule une place sur le podium pourrait sauver la saison. C'est une communication, entre guillemets, de crise, pour dire que face à ce désespoir total des supporters sur cette saison, la seule chose qui pourrait vraiment les réconforter à la fin, ce serait la Ligue des Champions. Concrètement, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, se dire que tu finis 5e, tu vas en Ligue Europa, est-ce que les supporters seront quand même satisfaits de cette saison ? Je suis pas sûr. Donc après, c'est vrai que ça rajoute de la pression sur le vestiaire, sur le coach. Donc bon voilà, il y avait cette petite mise au point à faire par rapport à cette communication qui était destinée quand même à essayer de ramener un peu de sérénité. Mais non, mais la com de mon papier, c'était pour dire aussi que, attention, le club s'en fout pas et n'est pas là à se dire de toute façon, si on finit 6e, ce sera gagné quand même, la saison sera super. Non, c'était une com pour dire que voilà, on a encore de l'exigence et personne n'accepte ce parcours en Coupe de France et ce parcours en Ligue Europa. Parce que c'est vrai que 35e sur 36 en Ligue Europa, éliminé en 8e de finale par une Nationale 2, quand tu vois ce bilan, tu peux difficilement penser à une bonne saison. L'année des 120 ans du club, qui plus est. Laurent, c'est vrai que maintenant, il reste 14 matchs à gérer. L'approche va être évidemment différente pour toi en tant que directeur de la performance que quand il y avait un match tous les 3 jours, cette Coupe de France peut-être à aller chercher. Là c'est une opération presque commando sur 14 matchs, quoi. Oui, un match par semaine. Après, on passe dans un pattern de scène complètement différent. Et là, à ce moment-là, on va avoir un travail bien particulier à faire, comme on avait l'année dernière, sur les semaines de travail. Après, pour rebondir, si je peux me permettre, à la fin de la phase aller, on a 30 points en ayant 8 matchs de Coupe d'Europe, en nous plaçant 4e sur la fin des matchs allés. Ça donne quand même une première partie de saison plutôt honorable, même si effectivement, quand on regarde le résultat final, on peut être déçu de l'élimination contre une N2 ou de la place finale en Coupe d'Europe, mais en championnat, on est présent, quoi. Présent, effectivement, et on reparlera du championnat tout à l'heure avec ce match face à Lens. On va se diriger vers le focus.
Et on a choisi de parler cette semaine de Moïse Bombito, le défenseur canadien qui était revenu de blessure et qui a été à l'origine peut-être de cette égalisation déjà face à Toulouse, puisque c'est lui qui provoque le coup franc un peu inutile de ce match-là. Et puis le corner aussi face à Saint-Brieuc. C'est pas le corner, c'est qu'en fait, j'ai pas revu les images parce que j'étais incapable. Si Antoine n'a pas lu la presse, moi j'étais incapable de revoir des images. Ce que j'ai vécu déjà sur place, c'était assez dur. Un cauchemar. Ah ouais, j'avais tout le monde autour de moi qui festoyait. Et bon, c'était dur, c'était vraiment dur. Mais du coup, par contre, si mes souvenirs sont bons, c'est au départ de l'égalisation en fait. C'est Nice qui a le ballon et Bombito cherche un long ballon inutile qui donne la récupération à Saint-Brieuc, qui leur permet de remonter le ballon sur ce meilleur joueur de l'équipe, Yobé, qui tente sa frappe, obtient le corner et dans un deuxième temps adresse le centre qui amène le but. Je pense vraiment que si le gym s'était mis dans une meilleure gestion de fin de match, espèce de taureau, on garde le ballon, on ne leur donne pas de situation comme ils avaient fait jusque-là. Comme à Toulouse. Et voilà, ça fait plusieurs fois que moi je suis pas sceptique, mais j'en demande beaucoup plus de Bombito. Quand beaucoup de supporters sont ravis, le coach le dit aussi, mais je fais confiance, ce sont eux les pros. Moi je vois beaucoup encore d'erreurs chez ce joueur dans la lecture des trajectoires et puis sur les coups de pied arrêtés, je le vois jamais dominer, alors que c'est un gros physique, donc il a vraiment une grosse marge. Je le redis, je trouve qu'Abdelmonem dans le duel est bien plus percutant que Bombito. On va regarder les stats de Moïse Bombito depuis le début de cette saison sous les couleurs de l'OGC Nice avec 23 rencontres disputées, 14 interceptions, 5 tirs, 53% de duels gagnés, 6 cartons jaunes, 1 rouge. C'est quand même un joueur qui prend quelques cartons malgré tout. Mais on disait, Laurent, dur apprentissage parce que c'est vrai que le très haut niveau, lui, il le connaît depuis assez peu finalement, depuis pas longtemps, Bombito. Exactement. Et je pense qu'on est exigeant avec lui aujourd'hui, c'est parce qu'il nous a déjà montré de très belles choses et que c'est un joueur qui a un gros potentiel. En plus, il a envie de se développer, il est énormément à l'écoute, il fait de la vidéo, il pose beaucoup de questions, il est sérieux. Et je pense que sa marge de progression, elle est assez étonnante. Personne ne le connaissait il y a 6 mois. Et aujourd'hui, on le juge comme si c'était un titulaire indiscutable de 30 ans. Il n'a que 24 ans, il vient de MLS et je pense que il a de beaux jours qui l'attendent. Le problème, Romain, c'est que quand un défenseur fait des fautes ou quand un gardien comme Boulka fait des fautes aussi comme à Toulouse, c'est des erreurs qui se payent plus cash. Ça se voit vite, mais pour le défendre quand même, je trouve que ni Toulouse ni Saint-Brieuc, il est vraiment fautif. Ok, il commet une faute. À Toulouse, si. D'accord, mais c'est pas lui qui marque un but contre son camp. C'est pas lui qui laisse échapper un mec. C'est-à-dire, il y a des fautes de marquage. Les torts sont partagés parce qu'il y a Marcel Boulka qui relâche le ballon. À minima 50-50. À minima. Je trouve qu'on est vraiment dur avec lui et encore plus sur Saint-Brieuc. Ok, ça relance ballon perdu, mais je veux dire des trucs comme ça. Et puis il y en a 20 dans le match. Donc, et je pense qu'on a un regard aussi difficile avec lui parce qu'on lui demande de remplacer Todibo, qui était de top 5 du championnat depuis des années. Et forcément, il n'a pas le niveau de Todibo. C'est un joueur en tous les cas qui est plein d'avenir, Moïse Bombito. C'est un joueur très prometteur, qui a une énorme marge de progression. Laurent pourrait le dire bien mieux que nous. Et s'il le dit, c'est que c'est vrai. Et moi, je pense que oui. Alors oui, il fait des erreurs, mais il apprend. Et on n'apprend pas en 6 mois. Voilà, donc je pense qu'il sera très très fort la saison prochaine. On a un bon exemple de l'acclimatation difficile pour un joueur comme ça, c'est son associé en équipe nationale du Canada, c'est Cornelius. Et à l'OM de Cornelius, il ne donne pas non plus de grandes garanties. Donc c'est dur pour des joueurs comme ça d'arriver dans un championnat aussi exigeant que la Ligue 1, tactiquement. C'est très relevé tactiquement la Ligue 1, donc le moindre manque de concentration, le moindre déchet est puni. On va écouter Francaise, justement, sur son défenseur central. On sait qu'il lui parle beaucoup. Et justement, on parle de dur apprentissage. Francaise a la même opinion que nous, en tous les cas, sur l'apprentissage. Peut-être pas dur, mais sur l'apprentissage. Écoutez. C'est une faute qu'il devra éviter, voilà, à l'avenir. Mais comme je l'ai déjà dit ici, il avance, mais il ne faut pas oublier que ça reste un joueur en apprentissage du très très haut niveau. Même s'il a... Alors comme il a brûlé un peu les étapes entre la sélection cette année, mais même en brûlant les étapes, de temps en temps, il y a des petits rappels à l'ordre parce que c'est un joueur en apprentissage.
avec beaucoup de qualité. Mais il y a encore des choses qu'il doit aller chercher. Voilà, ça, c'est sûr. On lui en demande trop, Laurent, peut-être à Bombito tout de suite, on le disait, remplacer Todibo, c'est pas facile, quoi. Il Non, vient moi je d'arriver. pense que c'est bon signe. Si on est exigeant avec lui, si on attend beaucoup, c'est qu'on sent qu'il a du potentiel et c'est de bon augure pour le club. Bon, en tous les cas, on suivra évidemment sa progression. 22 matchs, 29 matchs en 2 saisons, quand même, pour Bombito en MLS. Donc, ça veut dire qu'il en a... Par contre, il a une qualité phénoménale, c'est la vitesse, quoi. À un moment donné, il y en a encore une à Saint-Brieuc. Il a 10 mètres de retard, il finit avec 2 mètres d'avance sur le gars, sur une pelouse très grasse, donc sur les appuis compliqués. Donc, bon, ça, là-dessus, t'es serein quand même dans la profondeur. Et C'est déjà selon bien. les notes que j'ai vues dans Nice Matin, c'est peut-être pas celui qui a le plus blâmé dans ce match-là. Ah parce non. que par contre, par exemple, Antoine Mendy a eu une très mauvaise note de ta part. Non, j'en peux Et- plus. Non, j'en peux plus. J'en peux plus parce que, franchement, c'est un gamin qui montrait de très bonnes choses la saison dernière. Qui, cet été, du coup, parce il était en fin de contrat, et il a eu droit à une négociation de prolongation. Et, faut le dire, avec son entourage, ils ont tordu le club. Voilà, je vais le dire. Il a eu un beau contrat. Parce que, en fait, la première décision qu'il avait prise, c'était j'ai mieux ailleurs, j'ai des belles offres, je vais m'en aller. Donc, il a un peu mis la pression sur le club et il a obtenu son très bon contrat. Mais par contre, depuis, il ne monte plus rien. Alors qu'il en a eu des chances. À Bastia, il est catastrophique. Catastrophique. Ligue Europa, catastrophique, encore en Suède. Et là encore, c'est pas possible. C'est pas possible. Ce gamin, franchement, là, il prend pas la bonne direction. Il y a un travail psychologique à faire sur certains joueurs, Laurent, parce que le directeur de la performance, ça indique aussi les qualités physiques, mais aussi peut-être dans la tête. Parfois, est-ce que ce travail, évidemment, doit être fait au club ? Oui, bien sûr. Donc on a une psychologue au club qui travaille, qui est à disposition des joueurs. Mais... Il a dû avoir du boulot là, sur les 2 derniers jours, non ? Ouais. Il a fallu plusieurs. Oui. Non, mais c'est un travail, c'est un développement aussi. Et puis, le travail psychologique, le travail mental, je pense, c'est l'affaire de tous. C'est-à-dire qu'on est tous autour des joueurs et il faut pouvoir les encadrer, il faut pouvoir leur donner ce qu'ils ont besoin au moment où ils ont besoin. Et pour ça, Parce que ça reste des jeunes joueurs aussi. exactement. Antoine Mendy, c'est un jeune gamin qui sort du centre. Ça déjà, c'est une bonne chose parce que ça veut dire qu'il a joué en Coupe d'Europe et qui sort du centre, donc c'est un bon point pour le club. Mais effectivement, il y a encore une capacité de développement, un potentiel qu'il faut réussir à optimiser, quoi. On continue de parler de ces derniers matchs de l'OGC Nice en Coupe de France, en Coupe d'Europe, avec le pour-contre. C'est la première fois cette saison qu'on se pose cette question. Et on a réfléchi avec Will un peu si vraiment on allait la mettre sur le tapis. Franquet s'est-il trompé dans ses choix parfois en Coupe de France, en Coupe d'Europe? C'est le moment du pour-contre entre Romain et Will. Je vais te donner la parole, Romain. C'est facile de dire oui. Après une élimination sur la pelouse du N2, oui, pour plusieurs raisons. Parce qu'il y avait déjà eu l'exemple des matchs de Coupe d'Europe où on voyait qu'il y avait une équipe type à Nice en championnat qui marchait, qui était performante. Et dès qu'on sortait 5, 6, 7 titulaires, avec patatras. Parfois 10, 12. Ouais, pas 12 non, mais. Et ça marchait pas. Donc là, c'était encore le cas face à Saint-Brieuc. Ok, la compo d'équipe, elle avait peut-être un peu plus fière allure, mais tu avais 5 titulaires habituels qui n'étaient pas là. Et surtout Dante, la force de Nice ces dernières saisons, c'était la défense autour de Dante. Il n'y avait pas Boulka. Bon, ok, c'est le jeu de la coupe de le faire sortir, mais là, il t'a manqué. C'est sur blessure, mais je pense que l'absence de Guessant, elle est hyper préjudiciable sur un match comme ça. Donc, ok, c'est pas de sa faute, je pouvais pas l'aligner, mais la question elle est plus globale, c'est aussi la compo sur la Coupe d'Europe. Tu peux pas te passer de ces joueurs majeurs en fait. C'est simple. T'es la risée de l'Europe. Tous les clubs français se sont qualifiés. Et toi, tu finis 35e de Ligue Europa en perdant contre tout le monde des championnats exotiques. Donc forcément, les compos d'équipe, elles sont pas bonnes. Donc la réponse, c'est oui à cette question. William. Moi, c'est totalement non. Parce qu'on a eu déjà ce débat en off. Pour moi, à partir du moment où l'OGC Nice est aussi bien placé en championnat, c'est que Hayes a eu raison. Voilà, il faut rappeler que l'effectif pendant la Coupe d'Europe n'était pas du tout celui qu'on a actuellement. Il fallait faire un choix.
Et il a même dit une seule fois, publiquement, oui, à un moment donné, j'ai fait le choix de privilégier la Ligue 1, le championnat. Et je le comprends. À un moment donné, les joueurs ne peuvent pas jouer 3 matchs en une semaine. Pas tous, du moins. Il y a des joueurs comme Boudaoui qui a du gros coffre. Tout ça, certains sont capables de le faire. Guessant qui a beaucoup enchaîné, mais pas tous. Et un Dante qui revient d'une blessure, qui est sur le synthétique à Esborg ou la pelouse grasse de Saint-Brieuc, c'est pas des terrains favorables à un joueur de 41 ans qui revient de blessure et qui peut pas enchaîner non plus tous les 3 jours. Donc à un moment donné, c'est des choix qu'il a fallu faire. Et moi, quand je vois l'OGC Nice aussi bien placé, pour moi, je lui donnerai toujours. Il a raison, Francaise. Sinon, on aurait tout perdu là. On serait 10e et peut-être qu'on serait qualifié encore en Ligue Europa, et pour être 15e, on en fait quoi en fait? On a peur toute la saison de descendre. Donc moi je lui donne raison. Et pour la compo de la Coupe de France, oui, il a fait tourner. Mais Les changements peut-être? Le bémol est là. Le bémol, c'est là où on voulait en venir. En fait. Voilà, si je dois en trouver un, c'est peut-être celui-là. C'est sur les changements en cours de match. C'est peut-être sur... toujours relancer Buonanni dans ces matchs-là, Moukoko. Ça fait plusieurs matchs qu'ils n'apportent pas satisfaction, mais encore une fois, gestion d'effectifs. Et puis donner du temps de jeu à Ndombele qui pourrait démarrer contre Lens. Voilà. Après, c'est facile en tous les cas. Voilà, et c'est facile de refaire le film quand on connaît le résultat. Mais moi, voir Nice encore en course pour la Ligue des Champions, puisque c'est le top 4, eh ben, c'est la réussite de Francaise, selon moi, vu l'effectif qu'il avait il y a quelques mois. Bon, Antoine, qui t'a le plus convaincu dans ce pour-contre? En fait, moi, j'ai un avis un peu partagé entre les deux, parce que je trouve que autant en Coupe d'Europe, Francaise ne s'est pas trompé, autant là, en Coupe de France, sur le dernier match, je pense qu'il s'est trompé. Parce que c'était, comme je l'ai dit tout à l'heure, la Coupe de France, c'est le chemin le plus court pour aller à l'Europe et pour vivre une belle aventure, aller jusqu'au Stade de France. Et là, il sait qu'il n'avait plus la Coupe d'Europe, et je pense qu'il aurait pu mettre une équipe encore meilleure que celle qu'il a alignée à Saint-Brieuc. Donc effectivement, le 11 n'aurait pas fait tâche en Ligue 1 qu'il a aligné, mais je pense qu'il aurait pu mettre... Dante, Youssouf, Bard, même Boulka d'entrée, parce que ça devenait la Coupe de France, ça devenait un vrai objectif. C'était un objectif qui était réalisable vu les équipes notamment qui restaient en lice. Et je comprends pas notamment aussi pourquoi il a amené Dante à Saint-Brieuc s'il ne fait même pas rentrer. Tu penses qu'il aurait stabilisé un petit peu la fin de match? Le dernier quart d'heure où tu sens que Nice est un peu plus en difficulté, tu fais rentrer Dante, je pense qu'il te calme tout le monde. Moi, je peux te le dire pourquoi il emmène Dante. Oui, pour le vestiaire. Mais je l'ai vu, parce qu'en fait, c'était comme c'est un stade très campagnard. Tu avais entre le vestiaire qui était une guérite fait pour 12 joueurs, ils étaient 22 là-dedans, donc j'imagine même pas l'ambiance dans ce vestiaire où ils devaient tous comme ça, sur des bancs en bois et un crochet porte-manteau, enfin le truc à l'ancienne, la Lovette, c'était la Lovette. Et la Lovette a été refait. Voilà, ça doit être mieux alors. La Lovette, ça doit être mieux. Et il y avait ce couloir qui menait au terrain, et dans ce couloir, alors que Dante n'était pas du tout titulaire et tout, c'est lui qu'on entendait crier « Commande et on y va !» Voilà. Tu fais bien le Dante. Ouais, je le fais bien, tu trouves, il me manque un peu de cheveux. Mais voilà pourquoi un Dante est indispensable. Il aurait été indispensable de rentrer à un quart d'heure de la fin pour calmer tout le monde, pour remettre, même s'il peut pas, effectivement le terrain n'est pas fait pour lui pour ses 41 ans, mais à un quart d'heure de la fin, je pense qu'il aurait pu rentrer et apporter sa sérénité derrière quand tu voyais que l'équipe était un peu plus en difficulté. En termes de performance, Laurent, jouer la Coupe d'Europe et le championnat, avoir des ambitions dans les deux compétitions, mais autant de blessés à un moment donné en Coupe d'Europe, il fallait évidemment faire un choix à ce moment-là. Le choix, il ne pouvait pas être que celui-là pour toi, c'est-à-dire de parfois privilégier, même si c'est pas toi qui fais les compos, mais évidemment, moi je te parle en termes de physique en tous les cas. Qu'est-ce qui se serait passé si tout le monde avait, enfin si les titulaires avaient joué aussi en Coupe d'Europe, quoi? Non mais déjà moi je suis totalement aligné avec avec mon coach. Après il faut aussi modérer, c'est que jouer la Coupe d'Europe le jeudi, c'est pas jouer la Coupe d'Europe le mardi et le mercredi. Ça veut dire que quand on joue à 21h au fin fond de la Suède, même on le voit là, on joue mercredi à Saint-Brieuc. On est rentré jeudi en début d'après-midi et on a moins de 72 heures de récupération. C'est très très court. Donc enchaîner tout le temps avec les mêmes effectifs, c'est sûr que c'est un problème. Après, on fait de notre mieux. On espère ne pas avoir de blessés pour laisser le maximum de possibilités au coach sur ses rotations.
Et après, on est bien obligé de donner du temps de jeu un peu à tout le monde parce qu'on a des profils de joueurs, effectivement. Même si on a 4 ou 5 joueurs, et d'ailleurs, Moïse en fait partie, capable d'enchaîner un nombre de matchs incalculable et d'enchaîner les semaines à 3 matchs sans problème. Quoi. J'allais te demander, dans un vraiment sens large, ce que tu as vu à Lens, ce que tu as vu dans les autres clubs, combien il y a, s'il y avait un pourcentage de joueurs qui sont capables d'enchaîner tous les 3 matchs En fait, tous les 3 jours. Pour moi, c'est une habitude. C'est-à-dire que je pense que l'année prochaine, si on est européen, les joueurs qui auront déjà vécu cette saison-là seront aptes et plus robustes l'année prochaine sur une deuxième saison de Coupe d'Europe. Parce que c'est une habitude à prendre. Et quand l'habitude elle est prise, ça tourne plutôt bien. On a eu cette première partie de saison avec les problèmes qu'on connaît. Mais là, il faut savoir que Lens, c'est le 9e match en 4 semaines. On a joué tous les 3 jours depuis mi-janvier. Et donc, à la sortie, on a quand même quelques joueurs qui ont fait le taf. Effectivement, on n'a pas eu de blessés, donc le coach a pu faire ses rotations. Mais à la sortie, je suis d'accord, Saint-Brieuc, on a tous conscience, on est très frustrés, très déçus. Mais à la sortie, le bilan, il ne sera pas si mal. On espère en tous les cas que l'OGC se qualifiera évidemment pour une Coupe d'Europe la saison prochaine. Alors l'autre événement de la semaine, eh bien, c'est ce communiqué de la Populaire Sud qui a décidé de se mettre en retrait après les affaires de la banderole, les matchs peut-être aussi les dernières désillusions, mais c'est surtout par rapport à l'attitude du club. On va lire une partie de ce communiqué, la fin en particulier de ce communiqué de la Populaire Sud afin de protester face à toutes ces injustices. Là, il parle certainement de la fermeture de la tribune, du non-replacement des supporters pour le match contre Lens, de certains d'entre eux en tout le cas. Et pour notre liberté à supporter notre club, nous invitons tous les membres du groupe, mais aussi tous ceux qui nous soutiennent à se réunir en bas de la tribune avant le match contre Lens. Nous rappelons évidemment que cette action doit se passer dans le calme, bien sûr, et que nous n'accepterons aucun débordement. Il est bon de le rappeler quand même, et ça c'est très important. Et puis de terminer, privé de ses supporters qui se démènent chaque week-end pour lui donner un semblant d'âme, l'Alliance résonnera dorénavant bien vide. En effet, le manque de soutien, de considération de ce qu'il nous reste de notre club, ainsi que les sanctions abusives, nous poussent à mettre fin à toute animation en tribune, et ce, jusqu'à nouvel ordre. On disait la semaine dernière qu'il y avait eu des chants en Coupe d'Europe. Ils avaient plutôt joué le jeu, même si c'était assez réduit. Là, on sent quand même qu'il y a un truc qui se passe, Will. Ouais. Pas convaincu? Non, pas du tout. C'est pas le moment pour toi? Pas du tout. Je comprends pas. Je comprends pas. Alors, est-ce que c'est la déception de cette élimination contre Saint-Brieuc qui accentue un peu cette colère et ce sentiment d'injustice? Moi, je partage pas tout. D'ailleurs, pour un peu contrebalancer, oui, qui donne un supplément d'âme à domicile et tout. À l'extérieur, je l'ai vu qu'en Coupe d'Europe. Parcage à Toulouse, 50 bonhommes. Parcage à Montpellier, où c'était interdit à Montpellier, je crois. Mais bon, franchement, les gars se déplacent plus beaucoup, le groupe. Donc les leçons, moyens. Il faut que chacun balaye devant sa porte, en fait. J'aimerais bien ça. Et j'aimerais surtout que dans cette situation compliquée, où il y a encore quelque chose de réel à jouer, on évite d'accentuer la fracture. Là, je trouve qu'ils ramènent un peu trop les lumières sur eux en disant « Ouais, nous, on n'est plus contents et nous, on va faire grève. » C'est dommage. C'est dommage. Moi, je pense à Francaise, Antoine. Moi, il ne mérite pas ça, Francaise. Il mérite d'avoir un public derrière lui. Non, alors Francaise ne mérite pas ça, mais là je pense que Will, ce qui est reproché, c'est le fait que les places, il n'ait pas été, comme le premier anneau, le troisième anneau, eux ils ont le droit d'être replacés, les abonnés, et la deuxième la deuxième anneau, non. C'est ça aussi qui est reproché, parce que là on n'en a pas parlé. Si, ils leur ont proposé des places à 11 €. Oui, voilà. Oui, des places, mais ils sont obligés de payer. Voilà. C'est ça aussi qui... C'est ce que tu penses? Mais c'est la conséquence logique de leur volonté de maintenir ces banderoles. Oui, de toute façon, donc en fait, ça c'est clair. Moi, là, c'est encore une fois, je trouve qu'ils n'assument pas. Ils n'assument pas. Parce que l'histoire, on ne va pas la refaire. Non, on en a assez parlé la semaine dernière. Voilà. Donc, une fois que toi, tu assumes ta volonté de maintenir ces banderoles et que va au bout, tu es sanctionné parce que la Ligue te sanctionne. C'est pas le club qui prononce le huis clos, c'est la Ligue. Donc, la Ligue te sanctionne. Voilà, prends acte. Et pourquoi remettre le club dans ce truc? Parce qu'il n'y a pas replacement, mais... Non, après, on peut dire que la Populaire Sud, elle a imposé au club la banderole, et le club, lui, impose à la Populaire Sud une sanction collective. Voilà. Bon, c'est pas le club, pour le coup, c'est la Ligue qui a fait. Oui, mais je veux dire, c'est-à-dire qu'il ne les replace pas ailleurs. Il les replace pas ailleurs. Je suis obligé.
Il les replace pas ailleurs. Je suis obligé d'en parler. Mais à un moment donné, il y a une commission de discipline la semaine prochaine. Ah, mais bien sûr. Il faut Le faire club, profil bas. va devoir se défendre devant cette commission de discipline. Et la Ligue déteste les replacements. Voilà. La Ligue déteste ça. Donc qu'est-ce qu'on fait? On se tire une balle dans le pied juste avant d'aller en commission de Une de discipline? plus. Soyez un peu de recul pour tout le monde là, un peu de cogiter un petit peu, Il faut faire réfléchir. profil bas là. Dans cette Merci. commission. Et à commencer par eux. C'est Il faut bon. éviter le retrait de points, c'est tout bête, mais c'est Ah, c'est la à un seule moment chose, donné, qu'il un faut peu éviter de- dans cette un décision. peu de quoi. jugeote, Ouais. et on a vu que la Ligue fait pas de cadeaux. Je me rappelle, je vais citer un exemple, le président Havray qui avait condamné un gamin pour un jet de gobelet. Jean-Michel Rossi. Voilà. Mais c'est obligé par rapport à la Ligue. Sinon, il reprenait 500 ou 1000 euros d'amende. Au lieu de prendre les 500 000 euros d'amende que lui inflige la Ligue, eh ben, il est obligé de condamner ce petit spectateur. Comme ça, la Ligue dit rien. Interdire de stade. Et la Ligue ne lui met pas les 500 ou 1000 euros d'amende. Mais c'est pareil. Pour que la Ligue soit plus conciliante avec toi, montre-leur que tu fais des choses. C'est pas les bras ballants, quoi. Ah, un peu de recul. Un peu de recul. Un peu de jugeote. Est-ce qu'il y a une cassure entre l'OGC Nice et ses supporters? Écoutez la réponse de Jean-Pierre River. Ils ont des choses à dire, ils ont le droit de les exprimer. On les entend, on les comprend. Quand je dis qu'elle n'est pas cassée, c'est que voilà, on échange et on va se voir et on n'a pas du tout de relation rompue avec la Populaire Sud. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent faire, ils sont libres. Après, on s'explique, on est d'accord, on n'est pas d'accord, on peut ne pas être d'accord, surtout, mais il y a des sujets où on peut être d'accord, des sujets où on n'est pas d'accord. Et je crois que chacun a le droit de s'exprimer et d'exprimer son accord ou son désaccord. Mais la Populaire Sud, ils aiment ce club, ils ont envie qu'on les respecte, mais bon, on sait on l'espère en tout cas, qu'ils reviendront soutenir l'équipe. Alors, contre Lens, ce ne sera pas le cas. On espère que les autres matchs, ils seront avec nous. L'atmosphère de l'Alliance Riviera, bien sûr, c'est pas la même, Laurent, avec ou sans la Brigade Sud, la Populaire Sud. Donc on espère tous que ça va repartir vers un dialogue et que les supporters soient avec l'équipe jusqu'à la fin de saison. Oui, complètement. On a besoin d'eux. Il y a une très belle ambiance quand ils sont à 100% avec nous. Donc ça sera qu'une force supplémentaire pour pouvoir battre les autres clubs. Voilà, allez, un peu de... Rappelons que Nice est invaincu, toujours À à domicile. l'Alliance, à domicile en Ligue 1. Donc c'est qu'il y a une vraie force à domicile. Non, Ils puis en font partie. et oui, puis c'est vrai qu'à leur crédit, moi, même quand Nice était dans le dur un petit peu même cette saison, ils ont toujours été là, même en Coupe d'Europe. Quand c'était difficile, ils ont les toujours... parquages ont été salués en Coupe d'Europe. Hein, Oui, en Coupe d'Europe. et franchement, ils ont mis une super ambiance à chaque fois. Et ça, on ne peut pas leur enlever, c'est vrai. Voilà ce que l'on peut dire sur les supporters niçois et l'OGC Nice. On va parler un petit peu plus de la performance et de ton job au sein de l'OGC Nice, Laurent, dans le tac au tac. Et première question toute simple, Laurent, qu'est-ce qu'un directeur de la performance? C'est quoi ton boulot? C'est quoi ton job? Je pense que ça dépend des prérogatives dans les différents clubs. Aujourd'hui, ma situation au club est une situation un peu de management auprès des différents pôles médical, pôle prépa data, nutrition, psychologie et team management. Et puis après, j'ai également une casquette de gestion des charges d'entraînement sur le terrain pour le groupe, sur les entraînements avec les adjoints et Franck. On imagine que le boulot n'est pas le même quand c'est Francesco Farioli, quand c'est Franquet. Chaque coach apporte justement sa charge de travail aux entraînements. Et quel est ton mot à dire là par rapport à tout ça justement? Non, c'est la stratégie. Le projet de jeu n'est pas le même selon les coachs. Et en fait, la mission, c'est de pouvoir s'adapter pour être le plus performant le week-end. C'est-à-dire qu'il faut gagner les matchs. Et ça, c'est des stratégies à avoir sur les entraînements pour que les joueurs arrivent frais le jour du match. On a beaucoup dit que le jeu de Franquet était plus énergivore que celui de Farioli. Bravo. Est-ce que ça se ressent ça au niveau de la performance? Oui, la stratégie était différente. Au niveau tempo, timing, c'était vraiment particulier avec Francesco. Il était très exigeant sur certains domaines. Et effectivement, le jeu de Franck le projet de jeu de Franck paraît beaucoup plus agressif de façon globale. Et donc, il faut être capable de s'adapter les semaines d'entraînement. Est-ce que ça peut faire partie des paramètres qui ont contribué à cette hécatombe de blessures au début, l'adaptation à ce nouveau rythme imposé par le nouveau coach? Franchement, on a essayé d'analyser tous les paramètres et on s'était adapté avec le jeu de Francesco. Bon, moi, j'avais déjà travaillé avec Franck
à Lens. On a décelé plusieurs paramètres. Ça peut être un paramètre, notamment sur les chocs à l'entraînement, parce qu'en fait, vu qu'on demande beaucoup d'agressivité, il y a plus de contact, et donc on n'a pas été vernis sur pas mal de moments avec des grosses blessures à l'entraînement qui ne doivent pas forcément arriver. Ça nous amène à ça. Par contre, sur les charges d'entraînement, on n'a pas eu forcément de grosses différences avec Francesco. Et le fait de retrouver Franck, ça vous a fait gagner un temps fou, j'imagine, le fait d'avoir déjà collaboré avant. Ça a été d'autant plus simple Disons qu'on se connaissait bien, donc on savait directement où on est allé. C'est quasiment comme si on ne s'était pas quitté, puisqu'on a mis en place les process et c'est allé très très vite. Mais en revenant également avec le Francesco et son staff, il a fallu qu'on se capte, qu'on se comprenne. On fait une saison plus qu'honorable avec Francesco qui prend la tête de l'équipe. Et ça s'était aussi bien passé. Mais effectivement, ça avait fait gagner du temps sur la méthode de travail. Quelle conclusion alors, on va parler évidemment de ces blessures, parce que c'est ce qui a marqué quand même la première partie de saison de l'OGC Nice. Quelle conclusion vous en avez tiré ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites différemment maintenant ? On a beaucoup réfléchi. On a passé de temps pour essayer de trouver les causes internes, externes, tout ce qu'on pouvait. On a continué à se développer au niveau performance, puisqu'on a eu l'arrivée d'un nouveau doc avec beaucoup d'expérience. Jean-Marc Laborderie, qui a 35 ans d'expérience dans le monde professionnel. J'ai monde professionnel parce qu'il est passé par le rugby, il est passé par le vélo. Ça fait pas mal de temps qu'il est au foot, parce qu'il est passé à Lyon, je crois qu'il est passé à Marseille, à Lens également. Donc il nous a amené beaucoup d'expérience. Donc ça a été déjà une adaptation qu'on a pris en compte, et on est passé à l'acte rapidement. On a gardé les forces en présence, parce qu'on avait aussi de la compétence. Et puis contrairement à l'année dernière, effectivement, on avait des matchs tous les 3 jours. Donc quand on commence à être un peu étouffé par les blessures, un match de plus en semaine, si les blessés ne rentrent pas à la vitesse qu'on veut, ou s'ils mettent un peu de temps à revenir, c'est autant de temps de jeu qu'il faut distribuer aux autres, et on met les autres joueurs en danger. Donc c'était un cercle vicieux. Moi, c'est la première fois que je connais c'est ça. Alors j'ai pas une expérience. 13 joueurs blessés en même temps, ça t'était jamais arrivé? On en a eu 12. On en a eu 12 plus un suspendu. On en a eu 12 effectivement. C'est du jamais vu. Ouais. Enfin, moi, je l'ai jamais vu. Après, on a évalué à peu près toutes les causes. Le but n'était pas de trouver un coupable. Ça, c'est important, parce qu'en fait, c'est nous contre l'extérieur plutôt. Donc, le but n'était pas de se saborder. Mais après, il a fallu qu'on change certains fonctionnements. On n'a pas forcément changé l'intensité des entraînements. On l'a conservé. Par contre, au niveau de l'agencement, et notamment sur la phase où on a joué 9 matchs en 4 semaines, il y a 1 ou 2 endroits où on a limité un peu les jeux à opposition, on a moins exposé certains joueurs, et ça nous a... on s'en est plutôt bien sorti au niveau des blessés. Mais après, pour terminer, je suis un peu long, mais on fait pas le championnat non plus des blessures, donc il ne faut pas avoir peur. Ça, c'est un piège, parce que si on commence à avoir peur d'avoir des blessés, on va moins s'entraîner, l'intensité va baisser, et on risque de le payer après sur du moyen terme. Et le but, c'est pour ça tout à l'heure... Le fait qu'on ait 30 points à la fin des matchs allés, en ayant autant de blessés, il faut aussi souligner le travail de tout le monde au niveau du championnat. Franchement, c'était pas forcément évident. Et puis psychologiquement, il fallait pas craquer. Puis si on le voit aujourd'hui que l'OGC Nice est plutôt épargné par les blessures, on en voit d'autres par contre qui commencent à enchaîner quelques blessures. À Monaco, il y en a de plus en plus, notamment Golovin. Donc il y a peut-être à un moment donné des périodes un peu plus propices, et elles ne sont pas toujours au même moment. Nice a été le début de saison, pour d'autres, ça sera la deuxième partie. Et Laurent, les joueurs ont des capteurs sur eux. Est-ce que ces données-là, GPS. Voilà. Est-ce que ces données-là vous arrivent en direct? Oui, on travaille dessus en live. Ouais. D'accord. Et est-ce que du coup, vous pouvez voir dans un match quel joueur est plus fatigué qu'un autre, etc. Et est-ce que ça influence sur les changements? Non. Enfin, je vais être plus précis. C'est possible qu'il y ait des gens qui influencent sur ça, sauf qu'un match, c'est quand même très particulier. Et on peut donner une information au coach s'il en a besoin, influencer la décision du coach, alors que c'est quelque chose de très... C'est un feeling important, parce qu'il y a des coachs qui ont des très très bons feelings. Il faut faire très attention, parce que des fois, de temps en temps, on peut penser que le joueur, il prend 45 secondes de récupération, et puis le coup d'après, il fait une passe ou un but, alors que... Si on prenait une décision au niveau des données ou des datas en live, peut-être qu'on l'aurait sorti nous. Donc, je pense que n'est pas coach qui veut.
Et je pense qu'il faut avoir un vrai feeling. Il faut faire très attention de ne pas vouloir influencer le feeling des coachs. C'est ça, c'est ce que j'allais te dire. Il faut savoir rester à sa place, en Exactement. fait, au final. Et c'est peut-être assez compliqué quand on chapeaute beaucoup de choses comme tu le fais toi. Tu as les données, tu as tout ça. Bon, tu l'as dit, tu parles du ressentiment du coach. Donc, comment on fait sa place, justement, à ce moment-là? Bon, tu avais l'avantage de bien connaître Franck, déjà. Oui, Ouais. mais après, pour moi, il y a des moments. Il y a des moments, et je pense que le match, c'est pas le moment, à un moment donné, de vouloir influer sur des moments de forte pression. On a des informations. Si le coach a besoin d'informations, on peut lui transmettre. Encore faut-il qu'elles soient fiables. Parce que ce qui récupère les informations en match, des fois, elles sont retraitées après le match, elles ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc, si on commence à donner des informations qui font prendre des décisions au coach et qui ne sont pas fiables à 100%, ça peut poser aussi un problème. Après, ce n'est pas parce qu'on a beaucoup de prérogatives que c'est difficile de rester à sa place. Il faut connaître le cadre dans lequel on évolue et puis avoir des bonnes relations de confiance avec les gens qui travaillent, quoi. Justement, avec autant de données de performance, est-ce qu'il y a des signaux d'alerte où on se dit ce joueur, il faut absolument le ménager parce qu'il va se blesser? Très compliqué de dire il va se blesser, Oui, parce le qu'en risque fait, est important. en fait, on a plusieurs alerteurs avec des niveaux de dangerosité. Si on prend toujours des bonnes décisions, on a 0 blessé. Oui. Et après, il y a toujours le facteur risque qu'on prend. Comme je disais tout à l'heure, on a un jeu très énergivore, très agressif. Et si on commence à avoir peur de les mettre dans ces situations-là, en match, ça risque d'être un peu plus compliqué. Donc, il ne faut pas être animé par la peur. Et c'est vrai que souvent, il y a beaucoup de choses autour, quand les résultats ne sont pas là, qui peuvent nous amener ce sentiment-là. Je ne vais pas vous cacher qu'à un moment donné, quand on avait les 12 blessés, quand on arrivait sur l'entraînement, il y avait un peu d'appréhension, il y avait un peu d'impression. Mais je pense qu'on a plutôt bien gardé le cap. On a plutôt bien gardé le cap et que j'espère qu'on sera récompensé à la fin de l'année pour avoir eu cette vision et de ne pas avoir lâché le bébé, quoi. On parlait la semaine dernière du retour assez prochain de Terem Moffi. Il y a un autre joueur qui est blessé de longue date, c'est Morgan Sanson, évidemment. Tu vois où je veux en venir. Oui, oui, très bien. Qu'est-ce qui se passe avec Morgan, en fait, au final? Non, mais avec Morgan, on en parlait tout à l'heure. Morgan, on arrive à la 6e semaine de préparation. Et il était très, franchement, il était prêt. Il était prêt à démarrer la compétition vraiment en forme et à l'entraînement sur un jeu avec beaucoup d'intensité. Il a pris un tacle très appuyé. Et donc, peut-être qu'au début, la blessure a été un peu sous-estimée. On a parlé même d'erreur de diagnostic au départ. Oui, mais en fait, ce que je veux dire, sur ça, c'est toujours facile de parler après. Il y a beaucoup de spécialistes qui ont analysé les images. Et puis, souvent, sous des blessures, des fois, il y a un temps de latence pour pouvoir avoir les bonnes images et prendre les bonnes décisions. Et ça a pris du temps. Voilà, ça a pris du temps. Je pense qu'on est vers la fin, là. J'espère qu'on va bientôt le revoir sur les terrains de Ligue 1. En tout cas, il est déterminé à revenir et on va l'encadrer au mieux pour qu'il arrive prêt et qu'il puisse nous amener ce qu'il doit nous amener au milieu de terrain jusqu'à la fin de saison. Je pense qu'il pourra rejouer d'ici la fin de saison. Ah oui, j'espère bien. Oui. J'espère bien. Tu l'espères, tu n'es pas encore Non. sûr. En fait, le truc, c'est que c'est toujours. Ouais, mais oui, je reste prudent. Là, si je devais mettre, je dirais oui, à 100%, on l'aura d'ici la fin de saison. Il en est où là Il a repris la course. Oui, il a repris la course, il a repris le ballon, il a repris l'intensité. Ça commence à être. Il n'a plus de douleur. Il a plus de douleur. À un moment donné, on a toujours des gènes et puis c'est toujours progressif. Même quelqu'un qui revient de certaines blessures, il a toujours. Sofiane Diop nous l'a dit, Sofiane Diop. Exactement. D'où il revient, il a quand même toujours des douleurs, mais ça ne l'empêche pas de jouer. Non, voilà. Et puis qu'il n'empêche pas d'être bon aussi. Voilà. Voilà. Et puis Sofiane, c'est un très 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 bon exemple parce que effectivement, on a pris quelques balles perdues pour Morgan, mais effectivement, avec Sofiane, le travail a été très très bien fait et on est content de le revoir sur les terrains et d'être performant, quoi. On a parlé de Dante aussi, d'avoir un athlète comme lui à 41 ans dans ton effectif, on en parle beaucoup, c'est vrai. Mais pour toi qui vois ça de très près avec les datas et tout, c'est encore assez impressionnant. Non, c'est fantastique. Travailler avec une personnalité comme Dante, c'est fantastique. On voit, il optimise beaucoup de choses. Et puis, moi, ce qui m'impressionne, ce qui m'étonne le plus, c'est le plaisir qu'il a encore de rentrer sur le terrain, quoi. Quand il rentre à l'entraînement et qu'il rebondit sur le terrain et il continue à parler, il continue à encourager, il continue à être très déçu quand il perd les jeux ou à être en colère. Je trouve ça très frais, quoi.
La nutrition, tu en parlais, parce que tu gères aussi cela, c'est quelque chose aussi d'assez nouveau finalement dans le football. Les joueurs, maintenant, on leur cuisinier aussi, parfois. Il faut une entente entre le cuisinier, le directeur de la performance, le nutritionniste. Il y a plus de gens là maintenant. Nous, on a une head of nutrition et un chef cuistot au club, plus une entreprise Sodexo qui nous gère tous les repas et tout. Et après, à l'extérieur, parce qu'on faudrait dormir avec les joueurs, on le ferait, mais pas toujours. On arrive à... Notre head of nutrition est en contact avec des cuistots individuels qui vont faire les repas à domicile. Et donc, on essaie d'être le plus pointu possible. On essaie d'être à disposition des joueurs quand ils en ont besoin. Et effectivement, aujourd'hui, les cuistots perso existent. Il y en a de plus en plus. Et je trouve que c'est une bonne chose, très bonne chose. De toute façon, les joueurs sont pesés très régulièrement, donc on voit vite les écarts nutritionnels. Oui, et puis ils n'ont pas tous le même métabolisme. Donc, il y en a certains, quand ils font un écart, ça se voit de suite. Et effectivement, des fois, c'est pas forcément toujours le meilleur moment pour eux. Mais... Qu'est-ce que tu appelles un écart? Ça peut être quoi, un fast-food de temps en temps? Je sais pas. Ça je sais Parce pas. que moi, je crois que j'en fais un peu trop aussi, des écarts. Je pense que moi aussi. Et par exemple, Dante, il a 41 ans, mais son âge physique, en fait, on va dire son métabolisme, il a quel âge? Franchement, quand on le voit torse nu et quand il se balade comme ça, franchement, il complexe pas mal de gens. Mais en même temps, il a ce côté génétique, je pense, il a une très très bonne génétique, qui le met dans cette situation-là, mais en même temps, il fait attention. Avant les entraînements, il passe en salle toujours pour se préchauffer, tous les joueurs. Mais lui, par contre, il est vraiment très concentré. Il pourrait aujourd'hui, avec la carrière qu'il a fait, il laisse rien au hasard. Quand on le voit sur les échauffements, il n'y a pas un ballon qui n'est pas important. Sur les passes, d'entrée, dès qu'on rentre sur le terrain. Et ce côté état d'esprit, envie de gagner tous les jours. Comme il dit souvent, l'exigence, c'est au quotidien. Je pense que ça lui a bien rendu. Mais il a le corps d'un homme de 30 ans, quoi. On va dire. Et des fois, il y a les corps d'un homme de 30 ans, ils ne sont pas comme ça. C'était comment à 30 ans, Antoine? Mais franchement, il est... au prochain match, si on gagne avec Khalid Van Der avec le maillot, il a déjà fait. Oui, ça on l'a déjà vu. Non, mais je veux dire, au niveau sportif de haut niveau, il est parce qu'il y a les balances connectées qui... Non, mais c'est hors du commun. Franchement, c'est hors du commun et franchement, fantastique. C'est le seul... T'as connu d'autres joueurs dans ta carrière comme ça ou J'ai connu de ce niveau-là, à cet âge-là, qui ont fait ce qu'il a fait, non. Non, parce qu'il a quand même gagné la Ligue des Champions, il a fait une Coupe du Monde. Alors, j'ai travaillé avec des joueurs qui ont... Quel joueur, par exemple, qui t'a travaillé, qui était un peu moins que son niveau, mais très, très fort aussi? Non, mais après, moi, j'ai travaillé avec un joueur, je sais pas, c'est Grigor Krikoviak, qui est passé par... Non, j'ai travaillé à Reims. Ah oui, c'était à Reims. Voilà. Et puis après, j'ai travaillé aussi avec Edouard Mendy, le gardien. Puis je l'ai rencontré après, je l'ai revu régulièrement de temps en temps. Quand il était à Chelsea, il avait même passé encore un cap, notamment sur la nutrition, où il était vraiment... Il était vraiment très concentré sur ce qu'il mettait dans son corps et c'était étonnant. Donc il y a encore on a encore beaucoup de travail à faire pour éduquer les joueurs. Juste par rapport à un coach ou un joueur, c'est le match, il gagne le match, voilà. Quand est-ce qu'on se dit, quand on est directeur de la performance, qu'est-ce qu'on dit? J'ai réussi ma journée, j'ai bien travaillé. C'est à quel moment, pourquoi on dit ça? Je me le dis très rarement en fait. Ah ouais? Ouais, je me dis très rarement. On est là sur du moyen, du long terme, sur des projets. Moi, je suis arrivé il y a 2 ans, en janvier, dans les circonstances que vous connaissez. On est rarement vraiment satisfait. On a rarement, à la fin de saison éventuellement, quand le travail est bien fait, quand les objectifs du club ont été remplis. Ça, c'est une bonne chose parce qu'on doit avoir une vision long-termiste, parce qu'une saison, quand même, dans le football, il y a beaucoup de choses qui se passent. La journée, elle démarre très tôt, elle finit relativement tard et... en tout cas, je parle pour moi. C'est beaucoup de réunions, c'est beaucoup de réunions, c'est beaucoup de suivi, c'est des fois une charge mentale qui est un peu, qui peut vaciller des fois. Le mental. Qui est déchargé du coach, du coup, un petit peu. Mais j'ai énormément de contacts avec le coach tout le long de la journée. Cette charge mentale dont tu parles, de fait d'avoir un directeur de la performance, ça peut un peu te décharger. Le but déjà, c'est de décharger le coach parce que c'est pareil. Le coach, il faut que ça soit très frais dans sa tête pour être instinctif, pour sentir les choses, pour avoir un bon feeling et pour prendre les bonnes décisions. Parce que nous, on travaille sur la base
Mais bon, c'était une grande discussion qu'on avait eue avec Francesco aussi l'année dernière. À un moment donné, il va falloir qu'il prenne la bonne décision qui peut faire la différence. Et pour ça, il faut avoir les idées claires. Et donc, tout le travail de soins au quotidien, parce qu'on a beaucoup de gens autour des joueurs, ça, je pense qu'il y a accès, le coach, il a tout ce qu'il veut, mais il faut qu'il s'en décharge et il faut qu'il soit surtout rassuré que le travail est bien fait, quoi, pour pouvoir se concentrer vraiment là où on l'attend. Notamment la communication interne, externe, parce que c'est aussi une charge mentale pour lui, quoi. Romain, tu avais peut-être une question sur l'intelligence artificielle. Ah, ouais. parce que j'ai ma montre connectée avec un programme et j'ai maintenant l'intelligence artificielle qui me dit quand je suis en forme, pas en forme, attention, tu risques de te blesser à ce moment-là. Exceptionnel. Non, mais c'est un outil que vous utilisez aussi Non, mais nous, on a les GPS, on a les cardio, on a énormément d'indicateurs objectifs, subjectifs. Quand je dis objectif, c'est les GPS, éventuellement les cardio, mais le poids, c'est un indicateur aussi, la masse grasse, soit sur des balances connectées, soit sur la pince Arpenden qui nous permet d'avoir la masse grasse avec le pli. Et puis après, les indicateurs subjectifs qui pour moi aujourd'hui sont quand même très important, c'est les well-being, c'est des questionnaires de fatigue, les questionnaires de sensation, parce que de temps en temps, le corps, il peut aller très très bien, et puis si l'esprit va pas bien, peut-être qu'il aurait fallu faire alors que les données GPS sont parfaites. On dit souvent que la meilleure des récupérations après un match, c'est la victoire. Ça veut tout dire en fait. C'est tous les matins ce questionnaire subjectif? Non, parce qu'en fait il faut pas que ça devienne, faut que le joueur il soit vraiment en conscience quand il répond. Et si on le fait tous les matins, à un moment donné, il n'y mettra plus l'importance qu'on souhaite. Donc c'est quel rythme à peu près? On le fait 1 à 2 fois, enfin 1 à 2 fois par semaine. Voilà. Et par contre, c'est pas donne-moi ta note de fatigue sur 7, c'est un dialogue avec le joueur. Qui doit dort bien. Voilà, et puis il faut s'adapter. Voilà, faut avoir aussi une vie familiale, des choses comme ça. Il faut être agile avec le joueur qu'on va avoir parce qu'il ne faut pas que ça devienne mécanique. Parce que si ça devient mécanique, le joueur il répond et en fait on a des datas très bien, mais en fait elles sont pas fiables, elles sont pas utilisables comme on voudrait qu'elles soient utilisables. Parce qu'il y a des joueurs qui sont pas tous à l'aise dans la communication aussi. Voilà. Je pense à un Tanguy Ndombele qui parle moins qu'un autre. Après, à un moment donné, il veut se mettre à parler aussi. Non, parce qu'il est très, très agréable. Non, c'est simplement que, effectivement, et plus on travaille avec les joueurs, c'est pas l'intelligence artificielle, mais plus on a de données, plus on sait comment on réagit et on sait comment s'adapter quand on a des alerteurs, quoi. Il faut leur laisser la montre la nuit. Ouais, il y en a, on a des outils puisqu'on travaille avec des bagues connectées. Après, il faut pas qu'ils pensent aussi que c'est un flicage. Donc à la sortie, ceux qui sont intéressés. Les bagues connectées, c'est-à-dire que vous savez ce qu'ils mangent, c'est ça? Non, les bagues, elles sont là, on a la température, le sommeil, la fréquence cardiaque. Ah ouais, d'accord. D'accord. Pardon, c'est mon accent aveyronais. T'as pas la boucle d'oreille connectée, toi? Non. Pas encore. Vaut mieux pas. Si je vois les stats, laisse tomber. Un jour, peut-être. Bon, en tous les cas, on en a appris énormément sur ce qu'est un directeur de la performance. C'est très intéressant. Évidemment. Laurent, merci d'avoir développé tout ça avec nous. On va passer quand même un petit peu, on va revenir au terrain et au football avec ce match contre Lens, un club que tu connais bien, évidemment, Laurent, puisque tu le disais, tu es arrivé il y a 2 ans ici à Nice en provenance de Lens. On a titré match couperé, Will, parce que, normalement, il reste 14 matchs, c'est le 5e contre le 6e, il n'y a pas encore urgence, mais dans la situation actuelle, là, dans la succession, il faut y aller, quoi. Voilà. Ligue Europa, catastrophe. Derrière, tu bats l'OM. Tu reprends, mais là, à Toulouse, tu refais un petit couac. Saint-Brieuc, gros couac. Et si là, tu perds contre Lens et que Lens te passe devant, elle est là la réalité. C'est que tu rétrogrades encore d'une place. Là, c'est le coup. Voilà, c'est le coup de massue terrible de fin de semaine. Donc, il faut l'éviter à tout prix, je pense. Vraiment, ça peut être un match bascule, c'est où tu te relances comme tu as fait jusqu'à présent, tu relèves la tête et tu regardes ces 13 derniers matchs qui suivront tête haute,
où tu te remets un coup de massue derrière, quoi. Ouais, l'aspect psychologique est aussi important. On va regarder le classement, puisque tu en parlais de cette Ligue 1, donc avec effectivement Lens qui est revenu juste derrière l'OGC Nice avec 33 points, Nice à 34, Lille qui est repassé devant avec 35 et Monaco qui affronte le Paris Saint-Germain ce soir. Donc tu as la possibilité Aussi, de revenir voilà. à hauteur, pourquoi pas, de l'AS Monaco si il perdait au Parc des Princes. Ça change toute la perspective. Une victoire contre Lens, tu reviens à égalité de points avec Monaco, ça y est, tu vois, tu arrêtes de broyer du noir, quoi. Bon, dis-toi que les gens qui nous regardent auront sûrement vu déjà Monaco PSG, donc ils savent déjà le résultat. Oui, voilà. Donc bon, ça, on verra, on ne le maîtrise pas pour le moment, au moment où on enregistre. Romain, repartir de l'avant, là, allez, ça effacera pas ce qui s'est passé avant, mais ça donnera peut-être un petit bol d'air. Oui, bah, c'est typiquement ce qu'on appelle un match à 6 points. Voilà, il faut le gagner, c'est un concurrent direct. Et puis après, surtout que tu as une série de matchs abordables, on en a déjà parlé, mais les 3 prochains matchs, c'est 9 points. Il faut prendre les 9 points après Lens. Hein. C'est plus cela qui m'inquiète Mais vraiment, non. parce que Le Havre. ben, j'ai plus l'impression que Nice est fort avec les forts. Ce gym-là est fort avec les forts. Marseille, Lyon, Lille, enfin pas Lyon, Lille, Paris, Monaco, tu leur tiens tête. Par contre, tu ne bats pas Elfsborg, tu ne bats pas Twente, tu ne bats pas Bodo Glimt, tu ne bats pas Saint-Brieuc, tu ne bats pas Corté parce que tu les bats. Donc en fait, avec les faibles, j'ai l'impression que c'est là que l'OGC Le Nice a Havre, des manques. Montpellier, Saint-Etienne, c'est 9 points ça normalement. Oui, on connaît l'OGC Nice aussi. Il faut en donner le sourire au petit dès le début. Oui, voilà, ça serait bien. Mais après, Nice a toujours su rebondir après avoir été catastrophique en Coupe d'Europe, donc j'espère qu'en Coupe de France, ça sera la même chose. Voilà. Mais après, il faut se méfier de Lens parce que Lens à l'extérieur, c'est très bon. C'est 5 victoires, 4 nuls et une seule défaite qui était à Paris. Comme l'OM, qui était très bon à l'extérieur. Et Oui, que t'as- mais, j'espère que ça va être pareil. Après, ils ont quand même perdu Samba, le gardien, Danso et Kusanov, leurs 2 meilleurs défenseurs. Donc ça peut peut-être aider si Kiessan s'est rétabli. Avec un Will Steele qui est suspendu également, qui a pris un match par la Ouais. commission de discipline, qui ne pourra pas s'asseoir sur le banc. Oui, avec un carton rouge C'était très drôle. loufoque. Ouais, avec Jean-Louis Cassé. Gasset. C'était assez cocasse et chacun a pris un match. Effectivement, on va écouter l'ancien entraîneur de Lens, aujourd'hui entraîneur de l'OGC Nice, Francaise, sur ce qu'il pense de cette rencontre. Ce qui est certain, c'est que ça va être un gros match parce que c'est un adversaire très fort, très solide, meilleure défense. Ça veut dire quelque chose. Et puis qui a aussi un point offensif très intéressant, beaucoup de dynamisme, beaucoup de mobilité. Donc c'est une équipe très dangereuse. Mais voilà, voilà, tous les joueurs le savent. Et donc il n'y aura pas de surprise de ce côté-là. Elle a quand même pas mal changé, cette équipe de Lens, depuis ton passage, Laurent, évidemment, et depuis le passage de Franck aussi. Quel regard tu portes sur cette équipe ? Moi, j'ai passé deux années agréables à Lens. C'était intéressant. Après, juste pour revenir sur le match coup-près, je pense que aujourd'hui, il faut surtout, je pense, le plus important, c'est de retrouver, malgré cette contre-performance il y a 2 jours, des joueurs avec beaucoup d'allant, beaucoup d'envie, beaucoup d'agressivité. Et je pense qu'on se retrouve un peu dans une situation similaire avant Lille, puisque Lille nous est passé devant et le match d'avant, on est repassé devant eux. Je pense que la capacité rebond, c'est le plus important dans les sportifs de haut niveau et je pense qu'on a une équipe capable de le faire. Donc même si le résultat peut être décevant après Lens, et c'est pas du tout ce qu'on va faire, on va venir pour gagner, je pense que derrière il reste 13 matchs et ça conditionnera pas la suite du championnat. Voilà, ça sera effectivement, on voudrait prendre les 3 points, mais il ne faudra pas s'arrêter à ça, il faudra très vite Ouais, rebondir. dans le sens de l'enchaînement des mauvais résultats fait que celui-là il devient plus important. Il est aussi, important, quoi. ouais, je suis d'accord, mais malgré tout, Ce ne sera pas le plus important. comme vous disiez, et comme disait le coach aussi, le match le plus important c'est celui qui arrive. Si on me dit on perd Lens mais on gagne les 13 d'après, je signe. Ah, mais Voilà. elle est où Donc, la feuille ? Exactement. Tout de suite. Exactement. Bon, par contre, on râlera encore une fois la semaine prochaine que Nice a perdu. Non, mais bon, contre Lens, c'est hein. pas du tout ce que je dis. Je pense qu'on peut gagner Lens, mais effectivement, Lens, ils doivent venir avec les crocs et avec beaucoup d'ambition. Mais on sera là, quoi. Bon, un événement quand même durant cette rencontre, ça sera le 300e match sous les couleurs de l'OGC Nice, de Dante, le capitaine évidemment. 300 matchs avec Nice, c'est assez phénoménal. Comment il aborde cette rencontre, Dante? On l'écoute. Déjà, de toute façon, le plus important, c'est le club.
Donc, il n'y a aucun événement individuel qui va passer au-dessus du club et la situation, les résultats. Voilà. Après, de l'autre côté, pour mieux répondre à ta question, je suis fier de faire mon 300e match pour ce club, un club que j'admire beaucoup, que j'ai appris à le connaître, j'ai appris à l'aimer. J'aurais jamais assez de mots suffisamment pour remercier tout ce que ces gens ici ils ont fait pour moi. Je ne veux pas du jardinier jusqu'au le plus jeune supporter qui vont arriver. Parce que c'est grâce à eux que je suis encore là et que je prends beaucoup de plaisir sur le terrain et que je puisse atteindre aussi cette symbolique chiffre. Sur le podium. Voilà, Dante donc, qui va jouer son 300e match sous les couleurs de l'OGC Nice. On ne peut qu'être admiratif devant ce joueur-là. Et puis on a un petit peu de peine aussi pour lui parce que ce trophée-là qui pouvait lui tendre les bras cette saison en Coupe de France, il le mérite. Stop, Il le méritait aussi. maintenant. Bah oui, mais moi ça me fait de la là peine quand je vois Dante qui aura peut-être fini sa carrière à Nice sans trophée. Moi, C'est le rêve absolu de le voir bah enfin oui, soulever de un soulever trophée quelque chose, avec son quoi. maillot Il soulève rouge et la- noir. la c'est Ligue bien des la Ligue des Champions, mais Ses tu cheveux. soulèves rien quand t'es qualifié en Ligue des Ah, Champions. c'est une photo qui resterait mythique, hein, Dante Bah oui. avec une coupe comme ça. La saison prochaine. T'en ferais une statue Je devant sais- l'Alliance en plus après derrière. Je n'arrive plus à avoir d'espoir. Je suis. T'es supporter de l'OGC Nice. Eh oui, Voilà. j'ai appris à souffrir. Il faut lire Carton jaune de Nick Hornby, qui est un super livre sur justement qu'est-ce que c'est qu'être supporter d'un club qui perd. Hein, on va dire ça comme ça, qui perd assez souvent. Mais c'est être un vrai supporter hein, en Et même temps. Nick Hornby, donc je te conseille Carton jaune. Ah ouais, mais je vais le lire parce que moi j'en ai marre de voir ceux On qui perd pas. suivent. Non, perd pas, non mais qui vit des déceptions. Ça, Oui, je oui, veux oui. dire. Mais c'est ça être Des supporter, déceptions. parce que Ouais, tu as suivre raison. le vent et aller toujours supporter le vainqueur, c'est trop facile et t'as aucune émotion en fait. Parce que justement, c'est quand t'as tellement Ouais, souffert. des fois c'est dur. Hein. Oui, mais justement, c'est quand t'as tellement souffert, le jour où tu atteins vraiment ce... Mais c'est là que la joie est décuplée, parce que t'as mangé ton pain noir pendant toutes ces années, et enfin la libération. Sinon, c'est trop facile, si tous les ans tu choisis un club qui gagne, bon, ben, t'es content d'avoir gagné, mais t'as jamais... Voilà, cette Après, souffrance. faut regarder quand même le temps long. Et dans le temps long, T'as pas un trophée depuis 97. oui, mais on fait des coupes d'Europe depuis 2011. On en a fait 7 ou 8 et jamais tu m'aurais dit ça en 2000, jamais j'aurais cru ça. Donc franchement, Non. merci quand même Jean-Pierre River malgré tout parce que dans le temps long, merci Jean-Pierre River d'avoir repris le club et de l'avoir amené là où il est quand même aujourd'hui. Il faut pas moi, dans le temps long, faut pas l'oublier, même si on se plaint au quotidien. C'est bon, tu auras tes 2 places pour Nice-Lens. Merci. Antoine. Allez, la compo probable de ce Nice-Lens, on y va. On va te faire le petit tour. Avec toi, mon cher Will, Ouais, pour c'est cette bon. compo probable. Avec Philippe Risoli. En 3-4-3 toujours. Je vais la laisser faire à Laurent. Non, Bon, je suis Ouais, pas sûr oui. qu'il la connaisse là, pour l'instant, Laurent. non, je la connais pas. Ah. Il a- Allez, on y va. Oui, toujours à 3, puisque même en Coupe de France, il est resté à 3. Donc, franchement, on va le dire tout de suite, retour à la compo, comme à Marseille, comme à Toulouse. Donc, Boulka, Youssouf, Dante, Bar. En défenseurs centraux, la ligne de 4 avec Klos. Ah non, un changement, c'est Ndombele. Ah. Dans la cohérence du Bien au coaching, mieux. dans la cohérence du coaching, Hayes, c'est souvent ça, c'est quand il donne 10 minutes de temps de jeu à Tanguy Ndombele en match de semaine, ça veut dire que c'est pour le préparer à débuter le match suivant. Pas vrai, Laurent? donc, J'ai essayé. donc Boudaoui va débuter alors. Boudaoui va débuter. Pourquoi Non. Tanguy Non, Buonanni. Non. Voilà, Tanguy joue 10 minutes aussi. Ouais, mais ils sont pas tous à la même Ah, enseigne. d'accord. Donc voilà, l'association Boudaoui Ndombele avec Klos Abdi. Santa Maria qui soufflerait un petit peu parce qu'il a joué les. Ah, lui, il a matchs. joué les 90 minutes sur pelouse Plutôt bon, il très était bon grasse. quand même, Excellent ouais. encore. Hein. Non, franchement, ça fait 3 matchs qu'il fait, 3 matchs où il est très bon. Rien à C'est dire. difficile à enlever du coup quand même, non?
Mais est-ce que aussi gestion d'effectifs, quand tu le laisses 90 minutes, c'est peut-être que dans la perspective qu'il ne jouera pas, il ne débutera pas le match suivant. Hein, Laurent? Allez, on attaque. Et en attaque, ben oui, encore une fois, ben, l'attaque classique avec le retour d'Evan Guessant qui a été préparé pour ce retour-là puisqu'il n'a repris que sa première séance collective aujourd'hui avec donc Mohamed Ali Chaud derrière Gaëtan Laborde qui lui aussi, franchement, est très bon en ce moment. Voilà, donc cette compo probable, possible de l'OGC Nice face à Lens, c'est donc ce samedi à 17h du côté de l'Alliance Riviera, le match pour relever la tête. Le souviens-toi, on arrive à la fin de l'émission, le souviens-toi d'Antoine. Le souviens-toi. Avec un joueur qui a bercé notre enfance, mon cher Antoine, oui. Mustapha El Haddaoui. C'était notre adolescence et donc c'est comme il a joué, effectivement, il était parti de Nice à Lens. Donc petit focus sur Mousse El Haddaoui. Donc c'était un international marocain. Qui était un numéro 10 à l'ancienne, très technique. J'adore ces images Panini de l'époque. Ouais, avec une grosse frappe de balle. Alors, il arrive à Nice en 88. Il arrive de Saint-Etienne où il avait fait une saison de folie, où il avait fait 33 matchs, 10 buts. Et d'ailleurs, tout à fait étonné qu'il signe au gym parce qu'il avait super bien marché chez les Verts, mais tout content aussi. Donc on récupère ce joueur. Donc à l'époque 88-89, c'est avec Djelmas, Kurbos, Elsner, Bokandé, entraîneur Biekovic. Quelle équipe! Voilà, une équipe qui avait terminé 6e du championnat. Ça gagnait rien hein, à l'époque. Non, moi, tu gagnais pas. L'équipe du C'était l'OGC Nice, quoi. C'était l'OGC Nice, quoi. Et d'ailleurs, les dirigeants avaient parfaitement remarqué El Haddaoui, puisque là c'était contre Cannes. Puisque en fait, El Haddaoui, lors de la saison 87-88 avec les Verts, il était venu s'imposer 3-2. À Nice et il avait fait une passe D et un but contre les Niçois. Il avait vu déjà tout le talent du joueur qui avait confirmé toute la saison. Et d'ailleurs, Moussa El Haddaoui avait dit plus tard que quand il était arrivé c'était un de ses premiers matchs avec Saint-Etienne, il avait joué à Nice au Stade du Ré. Il était descendu de l'avion et il a vu les palmiers, il a vu les gens aux terrasses avec les terrasses de café, tout ça. Il a dit mais pourquoi j'ai signé à Saint-Etienne? C'est à Nice que j'aurais dû signer. Dès le départ. Et voilà. Ouais. Et finalement, donc c'est un an plus tard et donc il se retrouve à Nice. Alors manque de bol parce que premier match de la première journée, c'était Nice-Saint-Etienne en 88-89. Nice gagne 1-0, mais El Haddaoui se blesse. Aïe. Fêlure au pied, une fêlure à un os du pied. Et malheureusement, on croit que ça va se résoudre, pas du tout. Ouais. Il tape contre un trottoir et 3 mois d'absence. Donc il rate les 14 premiers matchs de la saison. Il tape contre un trottoir. Ouais. Après. Il se refait mal en fait sur un trottoir. Oh là là. Il rate les 14 premiers matchs. Putain de trottoir. Pourquoi déjà à l'époque, il était à la con. Voilà. C'est ce que je dis. C'est clair. Mais donc, on attend un peu pour voir son talent, mais après, donc, il revient en octobre, et après 3 mois d'absence, et après, il finit la saison, donc une bonne saison, donc le Gym finit 6e, où il marque notamment un but qu'on va voir, j'espère qu'on pourra le voir ensuite. Voilà, contre Sochaux. Il avait marqué contre Marseille aussi pour un 2-2. Plat du pied, efficacité. Voilà, plat du pied, efficacité. Alors, on l'appelait aussi Mousse la Foudre, parce qu'il marquait des buts, il avait une grosse frappe de balle. Alors la seconde année qu'il fera, donc ça sera une année plus compliquée, celle du fameux barrage. On finira 18e. Cette année-là, avec Pierre Alonso puis Carlos Bianchi, Mousse n'est pas toujours titulaire. Il était un peu fragile et puis c'était un 10 à l'ancienne. Et joli. Et en plus, on commençait, c'est l'époque où les joueurs commençaient à mettre des coups. Et bon, pour les numéros 10 à l'ancienne, c'était pas extraordinaire. Mais Mousse marquera quand même de jolis buts, notamment, on va les voir là, notamment ce but à Toulouse. Il rentre à 1 minute de la fin, contrôle, frappe et le lobe. Magnifique. Alors, ça rappelle un peu Ederson contre Monaco. Ouais, et un peu Ederson contre Monaco. Et donc ce match-là, en plus, il rentre à 1 minute de la fin, c'est son seul ballon, il frappe, il marque. Comme Ederson. À Toulouse. Qui vient de rentrer. Exactement, c'est vrai. Exactement, j'avais pas le vrai rapprochement, mais comme Ederson. Et donc, ça deux points qui ont fait du bien parce que Nice jouait le maintien. Il va marquer aussi un superbe coup franc à Sochaux
qu'on va voir ici. Ah, Vivien qui regarde bien ce... Poum Ouais. Voilà. Ah, magnifique. Ouais. Dans la Donc, lune. Mousse la foudre, comme on l'appelait. Et il marquera pour clôturer dans le barrage, le 5e but en barrage. Mais oui, Contre Strasbourg. La folie. Voilà, là il avait remplacé Mazzucchetti à la 24e minute de jeu qui s'était blessé. Et il est rentré. Alors, au-delà de ça, après il avait commencé la 3e saison et puis il jouait plus beaucoup. Alors il est parti à Lens en D2. Mais au-delà de ça, Mousse, il n'a pas fait ses meilleures saisons à l'OGC Nice. Mais il a montré sa technique. Ouais. Et puis c'était un garçon très abordable et adorable. C'est ça, on se rappelle de lui pour ça. Ouais. Et moi, j'ai ma petite anecdote que je me rappelle, j'étais au lycée de l'Ouest, Thierry Molnier à l'époque, et donc était pas loin du centre d'entraînement de l'OGC Nice. Et à un moment donné, je sortais, puis je vois une 205 qui tourne à un feu rouge. Et je reconnais mon Mousse et Ladaoui qui avait la petite coupe, tu sais, Jackson 5 à l'époque. Et donc je gueule Mousse comme ça. Et il s'est retourné, il a reculé, il m'a regardé, il m'a fait un grand coup comme ça. Et je sais pas, moi ça m'a mis plein de baume au Mousse cœur. la classe aussi alors. Ouais, ça m'a mis plein de baume au cœur et du coup, voilà, j'ai eu son poster dans ma chambre. Beau. Ouais, c'est voilà. On n'a pas de nouvelles de lui Un petit aujourd'hui. souvenir. Alors si, là, des nouvelles de lui aujourd'hui. Donc après, il a joué à Lens et à Angers. Il a fini sa carrière. Il a fini sa carrière pro, on va dire, à Angers. Et aujourd'hui, donc après sa carrière, il est rentré à Casablanca, au Maroc, de là où il est originaire. Il s'était beaucoup occupé du football au Maroc. Et il est président de l'Union marocaine des footballeurs professionnels. Donc c'est lui qui a créé ce rôle-là. Il a imité l'UNFP. Exactement. Et puis à Nice, donc il est arrivé après en 2019. Il a fait une semaine. Il est venu une semaine en stage à l'OGC Nice. Il n'y a plus la même coupe. Ah non. Non. Ouais. Bon, là c'était en 2019. Depuis, je l'ai vu des photos plus récentes. Il a un peu maigri. Et il avait reçu même le trophée de l'ancien Aiglon en 2019 quand il a été reçu une semaine en stage. Voilà. Et donc, mais il avait été au Café des Aiglons pour partager ses souvenirs du gym. Toujours aussi adorable. Voilà. Donc c'était pour faire un petit coup de cœur à Mousse Ladaoui qui était un peu l'idole de ma jeunesse. Voilà. Eh ben, écoute, tu as bien Magnifique. fait, c'est une superbe histoire. Voilà. Merci beaucoup Antoine pour ce Souviens-toi. Laurent, merci beaucoup d'avoir été sur le plateau de Gym Tonic. Ça n'a pas été toujours facile pendant l'émission, mais tu t'en es super bien sorti. Merci Ouais, pour l'accueil. On espère te revoir dans peut-être après un titre, des victoires. on Après sait une pas. qualif en Ligue des Champions. Une qualif Ah ouais. des champions. Ouais, Allez. voilà. Ça, On a pris rendez-vous. Qualif Ligue des Ouais, Champions, il faut Laurent signer. revient. Merci en tous les cas d'avoir été avec nous. Merci Romain, Antoine, Will. Merci Mika. Merci, Mika. D'avoir été Merci. toujours brillant dans vos analyses. On se retrouve nous vendredi prochain pour un nouveau numéro de Gymto. Merci à Sophie Dancé, Chloé Vorgard et Philippe Bertini à la préparation et à la réalisation de cette émission. Haut les cœurs, allez, ça va aller, vous inquiétez pas. Bonne soirée et à bientôt. Bye bye.